Voilà, alors je voudrais dire, ça c'est un point de négociation. Alors maintenant, il y a d'autres thèmes qui sont éventuellement la finance, mais il y a aussi l'environnement. Alors la COP 21, évidemment, l'agriculture est très concernée, elle peut fixer du carbone dans les sols, et elle peut mettre, ce que je n'ai pas encore dit tout à l'heure dans le petit cours d'agroécologie, c'est que quand vous évitez d'épandre de l'urée, de l'ammonitrate et du sulfate d'ammonium, vous émettez beaucoup moins de protoxyde d'azote. Et le protoxyde d'azote en France, c'est le principal gaz pour la contribution au réchauffement climatique, plus de la moitié. Vous savez qu'il y a 3 gaz, il y a le gaz carbonique, le méthane et le protoxyde d'azote. Et en France, c'est le protoxyde d'azote qui est le gaz le pire. Quand vous mettez une légumineuse dans un champ, même si c'est pour un ruminant, peut-être que le ruminant dégagera des méthanes, mais le fait que la terre ait été fertilisée biologiquement, ça nous évite de mettre un engrais azoté de synthèse. Donc non seulement ça nous évite d'émettre du gaz carbonique en utilisant l'énergie du gaz naturel, mais en plus ça évite le protoxyde d'azote. Donc voilà, il y aurait à discuter. On pourrait faire en sorte que l'agriculture contribue à s'adapter au réchauffement climatique et à atténuer ce réchauffement climatique. Et je vous laisse ce qu'on nous dit. Ah non, 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 surtout pas. On ne va pas mettre l'agriculture à l'agenda de la COP 21, parce que c'est encore une façon pour des écolos de remettre des distorsions de concurrence. On est en train de négocier à côté, ailleurs, un accord de libre-échange, et il y en a d'autres qui voudraient, à travers la COP 21, commencer à remettre des distorsions de concurrence. Du coup, le combat qu'il nous faut mener, on n'a plus que 2 mois, hein, pour que ce soit à l'agenda, c'est de remettre l'agriculture. On peut très bien, y compris, faire en sorte que des agriculteurs, notamment dans les pays du Sud, une culture sous parc arboré, je veux dire, on fixe du carbone dans le bois. L'arbre, c'est une légumineuse, il fertilise le sol en azote par la voie biologique. Ça évite les émissions de protoxyde d'azote. Mais tout ça, chez nous, on peut financer. Je veux dire, les légumineuses, je veux dire, il y a même urgence de financer ça. Et c'est ça qui demande d'être financé. Et on nous dit, non, non, parlons surtout pas de ça à la COP 21. Alors, pareil, il y a le G20, il y a le G8, il y a les Nations Unies à travers la FAO, l'UNICEF, tous ces organismes, il y a la Banque mondiale, il y a le FMI. Alors le FMI, c'est des plans de stabilisation quand il y a une dette extérieure qu'on n'est pas capable, quand les pays sont en faillite. Une fois qu'on sort de la faillite, c'est la Banque mondiale qui remet ses conditionnalités. Il y a éventuellement les banques africaines, etc. Le vrai problème de ces négociations internationales, eh bien, précisément, et c'est volontaire, hein, c'est que c'est dispersé entre des instances avec, si on perd, si eux perdent un combat à cet endroit-là, ils remettent le combat dans une autre instance, c'est-à-dire, on se fait à chaque fois piéger. Il nous faut arriver à réclamer de toute urgence un lieu, et un lieu unique, pour discuter sérieusement, pour l'humanité en termes généraux, les échanges agricoles, l'environnement avec l'effet de serre et les mouvements migratoires. Si ces choses-là se discutent séparément, c'est ridicule. Les libres-échanges va mettre les gens sur la Méditerranée, le désert libyen et les mouvements migratoires. Puis là, je ne raconte pas les Philippines, etc. Hein, ce qu'on voit arriver en Europe, c'est vraiment la phase émergée de l'iceberg. Les désordres internationaux, y compris des endroits où parfois on envoie des troupes, résultent de drames humains colossaux occasionnés par nos excédents, quoi, par nos produits tout venant, par notre agriculture qui déjà nous coûte très cher, quoi. Alors il faut arriver à négocier ça. On ne redeviendra sérieux que si on arrive à négocier dans un lieu unique, que je préférerais les Nations Unies qu'un G8, un G20, un G7,5, je ne sais pas comment on l'appelle les Russes. Et tout ça, voilà. Je règle un peu mes comptes avec ces organismes-là. Alors je vous dis tout de suite aussi, après ces organismes ont parfois des experts. Et là, la révolution culturelle, changement de paradigme, c'est pas encore gagné. Hein. Améliorer un rendement pour beaucoup d'agronomes, c'est toujours à croire, quel qu'en soit le coût. Une variété améliorée, ça reste un peu la variété dont je vous parlais tout à l'heure. Mais l'idée qu'améliorer un rendement, ça peut être le diminuer, et en diminuant les coûts de telle sorte qu'on accroît le revenu, non, ça, c'est pas encore compris par tout le monde, notamment dans les instances internationales. Sachez quand même que l'agroécologie, hein, c'est pas que porté par des Français. Hein. Je veux dire, mon collègue aux États-Unis, il s'appelle Miguel Altieri, vous pouvez regarder sur Internet, alors bon, il écrit en anglais, en espagnol, mais à Berkeley, le pôle agroécologie, alors pareil, hein, il est beaucoup plus conséquent que le pôle agroécologie et AgroParisTech. En même temps, quand je le rencontre, il me raconte qu'au sein de Berkeley, il est quand même minoritaire, quoi, hein. Ce qui prédomine à Berkeley, ça reste encore la biologie moléculaire, c'est les eugènes qui vont nous sauver, hein. C'est en clair, mais n'empêche que ça s'accroît. Voilà, pour l'international, alors crédit agricole, endettement, c'est terrible. Parce qu'effectivement, ces fameux entrepreneurs, comme ce n'était pas leur capital, ils étaient des travailleurs, ils se sont endettés. Et pour beaucoup,
Ce qui leur est insupportable dans les propositions que nous faisons, c'est que vous n'allez quand même pas nous demander de reconvertir notre système de production alors qu'on n'a même pas encore remboursé les emprunts pour la salle de traite. Quand vous êtes endetté pour une salle de traite, et si je dis, en tant que provocateur, il faudrait mettre du lin dans la rotation, je dis du lin parce que le lin, c'est que du matériel spécifique. Il faudrait réacheter du matériel que pour le lin. Évidemment, c'est impossible. Hein. Donc aujourd'hui, il va falloir diversifier à l'échelle des terroirs. Diversifier au sein de chaque unité de production, ce sera quand même assez difficile. Hein. Donc, qu'il y ait une exploitation agricole, une exploitation d'élevage côte à côte, et qui s'échangent, la luzerne et les pailles vont servir à l'élevage et le fumier va servir à l'agriculture, ça a un sens. Hein. C'est vrai, c'est vers ça qu'il faut aller. On ne demandera pas à chacun d'investir et dans l'agriculture et dans l'élevage. Et le Crédit Agricole, de toute façon, ne prêtera pas à ça. Mais c'est un drame. Hein. Et je pense que pour beaucoup, l'idée de rompre avec ce à quoi ils ont cru jusqu'à présent, c'est l'endettement qui fait qu'on n'ose pas trop se poser de questions. Et on voit bien, c'est quand s'installent des jeunes agriculteurs, ou au contraire, quand les gens déjà un peu âgés ont déjà remboursé leurs emprunts, qu'on trouve des agriculteurs un peu plus ouverts à tout ce qu'on a raconté ici. On se rend compte, hein. Et vous êtes ici plusieurs paysans à défendre les thèses qui ne sont communes, hein. Mais on a encore du chemin à faire. Alors, comment faire pour infléchir les banques? Pour les aspects financiers, on voit quand même que la BNP commence à avoir peur. Hein, il y a quand même aujourd'hui des mouvements qui essaient de dire on va retirer nos comptes de la BNP si la BNP continue de financer sur les finances des choses absolument pendables. Et on voit comme quelques banques françaises commandent à essayer de ne plus financer tous ces fonds qui vont dans les paradis fiscaux. On devrait pouvoir faire quelque chose sur le plan de l'agriculture un peu pareil, notamment à l'égard du crédit agricole. On peut éventuellement changer de banque et aller à la nef. Hein. Je veux dire, c'est des gestes, la somme de nos gestes individuels. On peut aussi financer, terre de liens, l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs par d'autres voies que celle du crédit agricole. Hein. Donc, on peut aussi placer notre argent. Tous ces petits combats qui paraissent très individuels, très particuliers, quand on en fait la somme, attention, ça fait quand même un peu bouger les lignes. Le méthanisateur. Alors, pourquoi j'étais effrayé par la question? C'est que c'est le sujet de conflit que j'ai avec le ministre actuellement. Le ministre précédent, lui, il vous avait demandé de payer des impôts pour les usines d'éthanol et d'agrodiesel, en disant qu'un jour ce serait rentable. Bon, maintenant vous le savez, on a financé des usines, maintenant on finance leur fonctionnement parce que ce n'est pas rentable. L'éthanol de canne à sucre, de betterave, ne sera jamais compétitif avec l'éthanol de canne à sucre brésilienne. Et Air France, quand il commence à prendre de l'éthanol, il l'achète au Brésil. Il ne se trompe pas. Donc, voilà, vous payez des impôts pour rien, pour entretenir des usines que vous avez subventionnées. Agrodiesel, pareil, nautil de colza par rapport à l'huile de palme. Je n'ai pas dit que Bornéo devait continuer de déforester pour faire de l'huile de palme. Super, pareil, désolé, Sophie Proteol, mais Sophie Proteol, qui reconnaissent l'échec, il s'appelle Avril. Ça fait printemps, ça fait. Bon, alors, nul, ça, tout ça c'est désuet. Et bien maintenant, c'est le méthane. Le méthane, alors, la première idée que font du ministre, et ça rejoint un peu nos histoires par ici, c'était destiné à la Bretagne, c'était pas destiné à des régions comme ici. Parce que la Bretagne, il y a trop d'azote. Et l'azote fertilise les algues vertes, c'est pas très bon. Et on sait que quand on parvient avec du lisier à faire du méthane, il y a un digestat azoté qui peut servir de fertilisant et qui éventuellement serait exporté vers le bassin parisien. Ça paraît astucieux. C'est-à-dire si après tout la production de méthane est un sous-produit qui piège l'azote, évite de le voir sur le littoral, je veux dire, première idée intuitive. N'oubliez pas que sur les agrocarburants, on avait essayé de nous avoir aussi sur l'aspect intuitif. Hein. Pourquoi on n'utilise pas l'énergie solaire pour faire des carburants plutôt que d'utiliser l'énergie fossile, hein. Alors, le problème, c'est que la Bretagne, on met des unités de méthanisation peut-être pas aussi gigantesques que celui qui avait été annoncé ici, mais quand même, pour des raisons qui m'échappent, il fallait quand même que ce soit pour produire de l'électricité sur des grosses unités. Et bien, le méthane, la formule chimique, si vous faites un peu de chimie, ça s'appelle CH4. C, ça veut dire carbone. On demandera donc à la Bretagne, enfin la Bretagne en premier, de produire du méthane, CH4, alors que justement dans l'équilibre carbone-azote dont je vous parlais tout à l'heure, la Bretagne est excédentaire en azote. Ça veut dire que si vous voulez que la Bretagne produise du carbone pour piéger l'azote, il va falloir que la Bretagne trouve du carbone. Où va-t-elle le trouver? Dans du maïs? Le maïs en silage? Ça va servir à ça? Alors là, c'est la catastrophe. Et quand j'ai dit ça une fois en réunion publique,
La Bretagne est déficitaire en carbone, et il y a urgence que le carbone et l'azote excédentaire fassent de l'humus. Et c'est comme ça qu'on piégera l'azote dans l'humus. Et pour que piéger l'azote dans l'humus, il faut lui apporter déjà du carbone. Ce n'est pas le moment de demander à la Bretagne de mettre le carbone sous la forme de méthane. Et bien là, le junior ministre, il connaît le dossier technique. Sauf que ce jour-là, c'était en public. Je l'ai vu rouge. Rouge, je croyais que c'était une rouge de honte. J'ai compris que c'était rouge de fureur. Et que nous ne rencontrerions plus. Ce qui s'est avéré vrai. C'était une réédition. Réédition devant Sophie Frontéol, qui s'appelle aujourd'hui Avril. Enfin, bien. Ça, c'est terminé. Mais c'est dramatique. Hein. Vos impôts financent des choses qui ne sont pas, mais même techniquement, valables. Alors maintenant, dans des régions comme ici, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a envie de dire, la Picardie, au contraire, elle, il faudrait remettre de l'élevage à la limite. Remettre de l'élevage en Picardie, c'est pas forcément idiot. Je l'ai d'ailleurs déjà proposé, je sais qu'il y a quelques petites expériences. Il m'était arrivé de dire ici en Picardie, chez des gros agriculteurs, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui étaient ici, la discussion portait sur le zéro labour, les techniques culturales simplifiées. Alors, vous savez que le zéro labour, ça séquestre sur du carbone, justement parce qu'on laisse travailler les vers de terre. Et tout ça très bien. Et puis, évidemment, je pose la question, le ver de terre ont deux fonctions très intelligentes. Hein. Ils prennent les feuilles, les herbes et tout ce mortes à la surface, et ils les réenfouissent sous forme d'humus dans les sols. Et ils creusent des galeries, ça rend le sol poreux. Il y a une chose que ne fait pas le ver de terre, c'est ce qu'on appelle une mauvaise herbe, disons une herbe concurrente, vive, de l'enfouir. Alors que le labour, lui, l'herbe dite mauvaise, elle est enfouie, elle se retrouve à l'obscurité et va pourrir. Le labour savait faire ça. Alors beaucoup de gens qui pratiquent le zéro labour en Picardie, pour lutter contre ces herbes adventices, ils mettent un herbicide. Et vous devinez le nom, le glyphosate de la marque Monsanto Roundup. Alors, Marquis s'attendait à ce qu'on ait la discussion, elle est portée là-dessus. Et là, j'ai appris à parler. Plutôt que de dire, parce que je veux le front le plus large possible, plutôt que de leur dire, oh là là, malheureux, oh là là, oh là là, savez-vous ce que vous êtes en train de faire? Je leur dis, oh là là, malheureux, vous savez ce qui va vous arriver? Comment ça? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et là, je reprends tout. Je leur dis, vous vous rappelez d'atrazine? Rappelez-vous, hein, on vous l'interdit, brutalement. Hein. Et pourquoi on vous l'interdit brutalement? C'est parce que c'était trop tardif. Et pourquoi c'était trop tardif? Parce que pendant longtemps, vous avez laissé croire qu'il n'y avait aucun effet. Hein. Et bien, il va vous arriver avec le Roundup la même chose. Vous allez voir, un jour, on va vous l'interdire du jour au lendemain, parce que ça a des effets délétères, alors qu'on vous dit tout le contraire. Et à l'époque, la formulation cancérigène probable n'avait pas été formulée. Et là, ils commencent à écouter. Comment ça? Donc, ok, je leur dis, il faut que vous vous prépariez dès maintenant, tout en continuant le zéro labour, à pouvoir éliminer les herbes autrement qu'avec le glyphosate. Et les réponses techniques, ils les connaissaient, c'est une prairie temporaire, une luzerne, 4-5 ans, ça fera de l'ombrage aux mauvaises herbes, ce sera fauché, s'il y a de l'herbe, ce sera fauché avant que ça tombe à l'égrenage, et 4-5 ans après, on peut faire un semis direct sans craindre d'herbe adventice. Sauf que la luzerne, il faut trouver de l'élevage. Alors je leur avais dit, écoutez, parce qu'ils m'ont dit, la luzerne, on ne peut pas produire de luzerne, il n'y a plus d'élevage. J'ai dit, mais c'est pas grave, s'il y a 100 hectares qui se libèrent dans vos environnements, installez 3 éleveurs de chèvres, et vous leur apportez les légumineuses, vous leur apportez la paille, vous apporteront le fumier, et là vous pourrez faire du zéro labour, vos questions de mauvaises herbes sont résolues, ça y est, on a la solution technique. Mais aider à l'installation, tiens, agriculture paysanne, installation de jeunes agriculteurs, on peut avoir 3 équivalents SMIC et RSA, disons, peut-être même 4, sur 100 hectares. Première question, évidemment, un peu fâchée, est-ce que je ne serais pas né en 68, est-ce que je n'aurais pas fait un stage au Larzac? Enfin, toujours des réponses sympathiques. Mais très vite, les gens se sont interrogés. Et alors, l'un d'entre eux m'a dit, attendez, je suis désolé, quand il y a 100 hectares qui se libèrent, on est contraint de s'agrandir, donc c'est pour continuer de faire des céréales, parce qu'on est obligé d'amortir notre matériel. Donc c'est de nouveau l'endettement, les trucs comme ça. Comme on a amorti, on va au contraire poursuivre la monoculture, enfin, céréaliculture, agriculture industrielle, et il nous faut absolument nous agrandir. Donc pas question d'installer des jeunes pour faire de l'élevage. Et c'est là que j'ai eu, cette fois-là, j'ai improvisé, j'ai dit, attendez, vous agrandir aujourd'hui en Picardie? Non, aujourd'hui on s'agrandit en Ukraine. Et effectivement, l'un d'entre eux s'était déjà agrandi en Ukraine. Et la réponse, je vous le dis tout de suite, le blé compétitif
en Picardie, ils ont dit eux-mêmes la solution ce jour-là, ce sera un blé à 50 quintaux fertilisé avec de la luzerne. C'est-à-dire qu'il y aura un moindre rendement, oui, mais il y aura de moindres coûts en engrais azotés, etc., etc., etc. Et évidemment, ils auront un débouché pour leur paille, ils auront un débouché pour la luzerne, et ils auront le fumier, et ce sera des moindres coûts en engrais de toute nature. Et évidemment, l'agriculture moderne de demain, y compris pour eux, c'est finalement pas de dire pour le Crédit Agricole, pour amortir, pour rembourser nos emprunts, il faut continuer. Enfin, je veux dire, on a les solutions techniques, hein, mais le blé, oui, la Picardie peut produire du blé. Elle est performante pour produire des blés de force riches en protéines, je n'en doute pas. Fertilisés avec de la luzerne. Il faudrait mettre des éleveurs à côté. Alors j'avais proposé, évidemment, à l'époque, le lait de chèvre plutôt que le lait de vache dont on a des excédents encore bien pires. Et puis, transformation fromagère, ce genre de choses. Non, non, donc pas, juste pour vous dire quand même qu'on peut gagner du terrain, et du coup, ce n'a pas la méthanisation. Ici aussi, l'association agriculture-élevage, ce ne sera pas je fais 1000 vaches et une usine de méthanisation à côté pour faire de l'électricité. Hein. Non, 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 ce sera des animaux sur paille, pas de lisier, du fumier, de l'humus et de la luzerne. Les solutions existent. Voilà ce que je pense de la méthanisation. Si vous pouvez le dire une nouvelle fois à M. Stéphane Le Foll, ça me plairait. Pollueur-payeur, je pense qu'on ne s'en sortira pas pour l'agriculture. Deux choses. Un, les agriculteurs, les paysans, ne supportent plus les aides directes. La mendicité, ils n'ont jamais demandé. Là, c'est l'unanimité. Hein. Confédération des paysans et les agriculteurs de la FNSEA vous diront qu'ils n'ont jamais demandé à vivre comme des mendiants. N'empêche que toute la politique qui s'est faite, ça a été une politique de mendiants. Vous avez des revenus, vous n'êtes pas compétitif sur le marché mondial, c'est les plus protégés comme ça l'était autrefois. Vous êtes alignés, on vous a donné des aides compensatoires à la diminution de revenus du fait que vous alignez sur les prix internationaux. Et comme il y en avait qui avaient plus de surface, ben écoutez, il y en a qui ont plus de subventions que d'autres, pour que c'était eux qui avaient les plus gros revenus, donc on est obligé de compenser. Donc les subventions vont aux plus riches. Ça, il faut mettre fin à ça. Et cette mendicité-là, il faut en terminer. Comment mettre fin à ça? C'est pas dire on supprime les 9 milliards d'euros qui retournent tous les ans à nos agriculteurs et paysans. C'est pas ça du tout. On va maintenir le même montant, mais plutôt que ce soit des aides directes, on va désormais financer le bonus. Donc avant la taxe pour le pollueur, je commence à dire qu'il y a des bonus. Alors, financer le bon produit à travers la restauration collective, le surcoût, bon produit, droit dans les bottes, vous faites un produit bio, c'est la cantine à proximité, il n'y a pas de perturbateur endocrinien pour les gamins, le paysan, droit dans ses bottes, il est fier, il a un bon produit de terroir, de proximité, bio de surcroît, pour les gamins de l'école. Et il est rémunéré pour ce faire, il est fier. Et les services environnementaux, par la voie contractuelle, ça passerait par les régions, ce serait contractuel, et on rémunère, là c'est les bonus, on rémunère les services environnementaux. Bon, et bien maintenant, les malus, c'est, vous mettez encore des engrais azotés de synthèse, c'est très coûteux en gaz naturel russe, c'est émetteur de protoxyde d'azote, c'est pas conforme à Kyoto et la COP 21, eh bien écoutez, on double le prix de l'engrais azoté de synthèse. Une bonne taxe. Et d'ailleurs, si cette taxe, elle permettait aussi de financer des bonus, ce serait quand même pas idiot. Et du coup, évidemment, taxe carbone, je suis pour. La taxe carbone, il faut que ce soit ce qui va financer le bonus. En jouant, c'est des rapports de prix. Les agriculteurs, les paysans demandent d'être rémunérés par les prix. Ça a été encore dit à la manifestation l'autre jour. Ils demandent d'être rémunérés par les prix. Et vous comprenez que ce n'est pas en mettant des prix indicatifs sur le marché mondial. La Coperle, je veux dire, elle est sur le marché aux enchères là-bas, à Plérin. Je veux dire, donc, y compris, elle ne veut pas de ces prix indicatifs, c'est pas vrai. Ce ne sera pas comme ça. On rémunère le service environnemental, on rémunère la qualité du produit, et ceci par voie contractuelle. Ça a un sens. Et c'est adapté au pays. La nature des contrats de services environnementaux dépendra des potentialités productives, des terroirs de chacune des régions. C'est comme ça qu'on y arrivera. Les agriculteurs, droit dans les bottes, rémunérés par les prix, et les techniques malheureuses, non conformes à l'intérêt général, eh bien, désolé, c'est taxé. Je double le prix des engrais azotés, je plus que double le prix du gasoil, et
Et vous allez voir, ça va vite aller. Hein. Parce que là, par contre, la preuve en France, mais dans le monde entier, hein, que les agriculteurs réagissent au quart de tour en fonction des rapports de prix, ça c'est vrai. Hein. Ça c'est vrai. Malgré l'inertie des immobilisations de capital fixe. Mais ça finit par changer. C'est par les prix que les gens demandent à être guidés. Et ces prix, il faut que les gens soient fiers de ce pourquoi ils vendent un service environnemental ou un produit à bon prix. Bon. En fait, on a la solution politique aussi. J'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'on attend? Il y a donc un manque de volonté politique. Alors, on fait un dernier tour de questions. Dernier tour. Hein. Vous en avez déjà beaucoup appris, vous avez digéré tout ça. Question à droite, question à gauche. Monsieur Dufumier, bonjour, je suis agriculteur, je suis parti du CA de Novicène. Monsieur Dufumier, bonjour, je suis agriculteur, je suis parti du CA de Novicène et je me revendique paysan. Je rebondis à votre propos lorsque vous dites je n'étais pas le 3 septembre avec les gens de la FNSEA. Je refuse de verser ma redevance au mercenaire Xavier Belin et donc je ne participe pas à leurs actions. Mais par contre, le syndicat qui le défend, il va vous dire que 50 quintaux ne nourriront pas le monde. C'est ce que nous dit M. Belter en nous proposant l'usine à vaches comme le modèle référent pour nourrir le monde avec son lait, sa viande. Et le modèle qu'il défend, c'est celui du productivisme, de la pétrochimie et des OGM. Ensuite, je voudrais vous livrer une autre réflexion, une réponse qui nous a été faite par M. Le Foll par rapport à ce type de production, qui nous a dit texto, il faudra bien nourrir les pauvres. Oui, alors, deux questions encore. On s'arrêtera là. Bonjour, merci Marc Fumier. Vous venez juste d'aborder le problème politique. Il y a des gens dans cette salle, il y a la société civile, il y a des paysans, il y a un peu tout le monde. Et je trouve qu'on a tiré sur les prédateurs, on a tiré sur le productivisme agricole, sur le système, le capitalisme et tout ce qu'on veut. Et il y en a qui s'en sortent à bon compte. De vie personnelle, ce sont nos politiques. Il faudra un jour, je pense, je suis passionné à la veille, puisqu'il va y avoir des élections, il va falloir, sans rentrer dans la politique politicale, que nos politiques, ils se sortent les doigts d'où je veux dire, et qu'ils arrêtent de nous prendre pour des dindons. Il faudra qu'ils aient du courage politique, ils ont été élus pour ça, et de temps en temps ils ont tendance à m'oublier, et ils ont de grosses responsabilités dans ce qui se passe. Il n'y a pas que les consommateurs, il n'y a pas que les paysans. Le TAFTA, s'il arrive, c'est le deuxième plan Marshall, ça sera une catastrophe. Des associations comme Attac, les Amis de la Terre luttent suffisamment et bien d'autres contre ça. Il faut qu'on se batte, il ne faut pas que ça passe. Mais c'est eux qui vont voter ces lois. Ils nous disent qu'ils ne sont pas au courant. C'était vrai il y a 2 ans, c'est plus vrai maintenant. Il faut qu'ils arrêtent pour nous prendre pour des dindons. Je viens de Limousin, j'ai parlé ce matin de l'usine des 1400 veaux qui va être fait sur fonds publics. Le Conseil général a donné sa subvention. Le projet est bloqué depuis 7 mois à peu près parce qu'on a réussi à influer le Conseil régional qui ne débloque pas la somme. Il y a un méthaniseur, il y a les veaux et des panneaux photovoltaïques. C'est une triptyque. S'il y a un des 3 éléments qui n'est pas là, le projet se casse la gueule. Ça veut dire qu'ils ne tiennent pas la route au départ. Comment nos politiques peuvent faire confiance à des gens comme ça? Ils sont jugés partis, ils défendent des prédateurs. Ce matin, on a vu aussi, parce qu'il s'est passé, l'occupation des employés, des malheureux employés, je dirais, l'état de droit, il est où? On manifeste parce qu'on n'est pas d'accord, on est des citoyens en démocratie, on se retrouve en prison, avec les lois anti-répression, on va se retrouver demain je ne sais pas où. On sort du truc, et il faut qu'on mette à tout prix la pression sur nos politiques pour qu'ils arrêtent leurs conneries. En Limousin, nous avons les veaux, nous avons des pommes aussi. La pomme AOP de Limousin. 46 traitements avant récolte. Alors on a quelque chose, il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon aussi. Il y a une association, ils étaient 500, maintenant il y a 1500 médecins à l'initiative de Médecins Limousin. Je ne suis pas cocardier, enfin journaliste pour ça, mais il y a des gens qui prennent des initiatives, qui ont lancé des alertes, comme si André Sicolella l'a fait aussi. Et maintenant, on commence à parler de tout ce qui se passe, des perturbateurs endocriniens, et il y a une prise de conscience. Eh bien, on a voulu aller manifester parce qu'on n'était pas d'accord contre ce type de production. Pas pour détruire les pommeries, pas pour bousiller le matériel des producteurs de pommes, juste pour dire qu'on ne voulait pas de ces produits-là.
eh bien, la préfecture nous interdit cette manifestation, le maire du coin interdit cette manifestation, une randonnée pacifiste au milieu des pommiers, c'est tout. C'est tout ce qu'on voulait faire, on ne voulait pas faire la guerre à personne, on n'est pas en opposition, on est là en convergence. Et moi je veux bien converger, mais avec des gens qui me menacent de mort toujours même, parce que je ne suis pas d'accord avec eux, je vais quand même un petit peu en travers. Alors il faut qu'on fasse tous des efforts, il faut qu'on mette la pression sur nos politiques pour qu'ils arrêtent de nous prendre pour des aides. Voilà, merci. Alors, une dernière question, là, à gauche. Et après, c'est la fin. Oui, oui, après, c'est la fin. Je vais dire, on a déjà... Je voudrais vous demander ce que vous pensez des baisses de subventions de Benoît Bidot parce qu'il utilise moins d'eau et réussit à faire pousser ses récoltes en diminuant terriblement sa quantité d'eau. Et du coup, il a des subventions qui ne lui sont plus accordées parce que c'est pas normal d'utiliser moins d'eau. Benoît Bidot est un producteur biologique et qui s'insurge contre les bassines. Vous savez que dans le sud-ouest, bon, il y a trop de monoproduction de maïs. Donc on pompe dans les nappes phréatiques ou dans les fleuves et il y a tout un mouvement pour irriguer le maïs. Et du coup on va pomper dans la nappe phréatique pendant l'hiver, on met de l'eau. C'est pas des retenues collinaires, hein, c'est des bassines évidemment de faible profondeur qu'on expose au soleil, la moitié de l'eau s'évapore. Ça nous coûte extrêmement cher, il s'est insurgé contre ça dans sa région et lui qui parvient avec des techniques de moindre consommation d'eau, voilà qu'on lui supprime les subventions. Alors là, je vais vous dire, connaissant le personnage et son environnement, c'est du règlement de compte. Enfin, je crois, en vous écoutant l'un les autres, que plusieurs d'entre vous, vous êtes parfois soumis au moins à un chantage sur des règlements de compte de ce genre. Hein. Donc là, sachez en tout cas que ça existe, que quand on propose des choses alternatives et que quand d'en face se sent menacé, il peut avoir recours à des chantages et mesures de cette nature-là, qui sont de la discrimination pure et simple. Hein. Voilà. Je n'étais pas au courant du dossier, mais je connais le personnage. Je devine pourquoi on lui fait ce mauvais cadeau. Alors, 50 quintaux à l'hectare, je ne vais pas pouvoir nourrir le monde. Alors effectivement, moi, ma réponse, hein, vous l'avez déjà un petit peu entendu, mais elle est catégorique. Pas du tout. C'est précisément parce qu'on cessera d'exporter nos surplus de blé vers les pays pauvres que les paysanneries pourront produire par eux-mêmes le sorgho, le mil, le manioc. La faim dans le monde, ce n'est pas un problème d'indisponibilité d'aliments à l'échelle mondiale. C'est un problème de pauvreté. Alors c'est vrai chez nous. Les gens qui fréquentent les restaurants du cœur, puisqu'on va parler de nourrir les pauvres, les gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, c'est pas parce que la France ne produit pas assez. Hein. C'est parce qu'ils sont trop pauvres pour acheter de nourriture qui pourtant existe. C'est pas le cas au Brésil. S'il y a des gens qui ont faim au Brésil, dans les bidonvilles, c'est pas que le Brésil ne produit pas assez. Le Brésil nourrit nos cochons. Il y a de la nourriture pour nourrir des Brésiliens. Seulement nos cochons sont plus solvables que les Brésiliens. Ne vous trompez pas. C'est la pauvreté qui est à l'origine de la faim dans le monde. Alors c'est vrai aussi du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, des pays déficitaires, eux, en vivent, et qui, en vendant du café et du cacao, ne parviennent pas à dégager les revenus pour acheter un blé qui se situe plutôt chez nous, aux États-Unis ou en Ukraine. Ok, mais c'est la pauvreté là-bas qui est à l'origine de la faim, comme chez nous d'ailleurs. C'est la pauvreté. Et la question, c'est comment faire en sorte que là-bas, ils puissent être moins pauvres. Et ça, ce sera en se protégeant de nos excédents. Qu'est-ce qu'on fait des excédents? Vous savez que pour nourrir correctement quelqu'un, alors j'en conviens modestement, hein, il faut de l'ordre de 200 kilos de céréales par habitant et par an. Quitte à ce que les gens puissent quand même avoir accès à quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande. Hein, donc je ne dis pas aucune production animale, mais 200 kilos de céréales. Alors c'est une alimentation plus modeste que peut-être un certain nombre d'entre nous, en tout cas moins riche en produits carnés, ça c'est clair, mais sans aucun déséquilibre alimentaire. 200 kilos. La production mondiale est de 330. Je suis désolé, il y a 130 kilos excédentaires par rapport à ce qu'il suffirait d'avoir pour... Voilà. Alors, évidemment, c'est la pauvreté qui fait que ces excédents, il y a des gens qui ne parviennent pas à l'avoir, c'est la ruine, la faillite, la pauvreté des gens chez nous comme là-bas.
Et qu'est-ce qu'on fait des excédents? Bon, on en a un peu parlé, il y a 3 directions. Un, c'est vrai qu'on gaspille. Il y a des gens riches qui achètent une nourriture qui du coup échappe aux pauvres. Ça va au frigo et c'est jeté à la poubelle sans même avoir été déballé, date de péremption. Ça n'arrive pas dans l'assiette. Et quand vous vous appelez grande et moyenne surface, on va, si je commence à citer Auchan, on va aussi citer Leclerc, Carrefour, enfin n'importe, je ne vais pas tous les citer, qui javellisent les produits post-péremption. Donc il y a bien des grandes et moyennes distributions qui parviennent à acheter une nourriture qui va échapper aux pauvres et qui sera javellisée. La deuxième direction, c'est l'alimentation animale. Par exemple, le soja brésilien qui nourrit les cochons plutôt que des Brésiliens. Le soja, ça peut être une excellente nourriture aussi. Hein, c'était d'abord destiné à l'alimentation humaine autrefois en Asie, le soja, dans ses origines. Et donc, effectivement, il y a des gens riches dans ce monde qui peut-être consomment, surconsomment de la viande et des produits animaux. Et du coup, vous avez des usines d'aliments du bétail qui sont solvables, qui achètent une alimentation qui échappe aux pauvres. Quitte d'ailleurs, cette alimentation quitte le Brésil pour venir ici, nourrir nos cochons. Et la troisième direction, on en a parlé, vous avez aussi du maïs qui échappe à des pauvres qui ne peuvent pas l'acheter et qui sert à fabriquer de l'éthanol. Il y a de l'huile qui sert à fabriquer du colza. Tout ça, c'est de la nourriture que des pauvres ne peuvent pas s'acheter parce que des usines d'éthanol et d'agrodiesel, elles, solvables, parviennent à acheter ça parce qu'il y a des gens qui fréquentent les voitures, voyagent en avion, etc. Et du coup, c'est l'inégalité de revenus à l'échelle mondiale. Des riches qui achètent une nourriture pour la bazarder, ou la brûler, ou la donner, faire de la graisse animale, et des pauvres qui ne parviennent pas. C'est les inégalités de revenus à l'échelle mondiale qui sont à l'origine de la fin de la malnutrition dans le monde, et qui sont ces pauvres. Alors évidemment, on en a parlé en France, mais entre les 2 tiers et les 3 quarts, c'est des paysans. C'est le paradoxe, c'est des paysans qui ont faim aujourd'hui dans le monde, et ces paysans, c'est des paysans qui ne parviennent pas à être compétitifs avec les excédents de blé des grands céréaliers, de l'éventuel détenteur d'avril. Voilà. Ces excédents de poudre de lait, ça leur fait le plus grand mal. Donc, faux. Monsieur Gayoulin, vous avez tout faux. Il faut cesser justement d'exporter vers les pays du Sud ces excédents. Et pour ce qui est le dernier terre, ceux qui sont dans les bidonvilles, qui ont quitté l'agriculture, ils étaient agriculteurs. Seulement, ils ont quitté prématurément, rejoint les bidonvilles, parce qu'ils ont été mis en faillite par nos excédents. Donc il est clair, on met fin à ça. Monsieur Gayoulin, ce que vous nous dites là est faux. C'est un blé à 50 quintaux qui enrichira la ferme France, et c'est un blé à 50 quintaux qui évitera de créer la pauvreté, donc la faim, dans les pays du Sud. Et nourrir les pauvres chez nous, restaurant du cœur, c'est déjà, si on pouvait ne pas javelliser les excédents des supermarchés. Moi je préférerais, je vous dis tout de suite, et c'est quand même de toute façon aussi ça qui est en filigrane derrière nos débats. On dit qu'il faut défendre l'environnement, il faut défendre la ferme France, les paysans et les revenus. Mais vous l'avez compris, hein, l'agriculture artisanale dont je vous parle, les bons produits dont je vous parle, ils sont accessibles au plus grand nombre. Si le plus grand nombre trouve un emploi, et s'il n'y a aucun pauvre chez nous. Il nous faut d'abord, monsieur le ministre, il nous faut d'abord lutter contre la pauvreté, il nous faut lutter contre le chômage, il nous faut peut-être partager le travail et le revenu dans ce pays, y compris chez nous. On ne peut pas continuer de dire la modernisation, c'est on remplace dans l'agriculture comme dans l'industrie, c'est toujours de remplacer des gens par des machines, j'accrois la productivité du travail parce qu'une seule personne est capable de produire quelque chose, et on oublie qu'il y a 2, 10 qui ont été quittés, qui ont été vidés et qui ne produisent rien. La productivité du travail à l'échelle globale ne s'est pas accrue parce qu'on a remplacé 10 personnes par une machine pour produire la même merde. Je suis désolé. Il faut produire le même bien-être, plus de bien-être, avec tout le monde au travail et peut-être moins de travail pour chacun. Il n'y a pas de 36 solutions. Et évidemment, ce n'est pas les lois du marché. Je sais que les ennemis en face, enfin, oui, les ennemis en face, voilà, ne supportent pas mon langage. Voilà, alors, nos politiques. Moi, je rejoins complètement ce qui a été dit là. Alors, il faut faire pression sur nos politiques. Alors déjà, chers nos politiques, j'entends donc, si c'est nos politiques, c'est que c'est nous qui les avons élus. Et il y a des moments, quand même, le droit de vote, c'est pas insignifiant. Mais je pense que nos politiques, une fois élus, il est clair qu'ils seront d'autant plus attentifs à ce qu'on leur demande qu'il y a ces pressions dont vous parlez là. Et je crois qu'il nous faut jouer. Alors, le premier truc que je vous disais tout à l'heure, surtout pas sectaire,
Je pense que l'intellectuel que je suis, quand je rencontre les ministres, j'en ai rencontré plus d'un, il n'y a pas que Stéphane Foll, j'ai rencontré Michel Barnier, Vert, Stéphane Le Foll, Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet, Chantal Jouanneau, j'en ai rencontré plus d'un. L'intellectuel et le discours scientifique, ils sont à l'écoute. Là, je ne peux pas dire qu'ils n'écoutent pas. Parfois, les membres du cabinet prennent des notes. Enfin, si, il y en avait quand même un qui n'écoutait pas beaucoup. C'était pas M. Michel Barnier, c'était pas M. Stéphane Le Foll. C'était... il écoutait distraitement, il ne prenait pas de notes, et je sentais quand je parlais que lui perdait son temps. Mais sinon, on est quand même écouté. Le problème, après, c'est que même quand on a conscience de la nature des dossiers, de l'ampleur de l'urgence, après, c'est les lobbies qui pèsent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Alors moi, j'argumente, l'intellectuel peut avoir un rôle, oui, voilà, bon, il parle. Après, c'est que des mouvements de pression. Et là, c'est vrai qu'il nous faut jouer très intelligemment, tous unis, pas de sectarisme, évitons de stigmatiser trop vite si ça peut être mal compris. Ça, c'est pas simple politiquement. Et la question que vous me posez, en fait, et que je me pose, pour être très honnête, après avoir tout à l'heure traité les faucheurs volontaires d'animaux sauvages, c'est le rôle, et je pense que vous en êtes en plein dans cette affaire-là, le rôle de la désobéissance civile dans cette affaire. Je pense, globalement, vous l'avez peut-être compris, y compris si je suis ici, et s'il m'est arrivé de témoigner dans des procès sur les plantes génétiquement modifiées, c'est que je partage quand même beaucoup de complicité avec les faucheurs volontaires et ceux qui participent des désobéissances civiles. Je crois que c'est absolument ça. C'est très dur à gérer. Très très dur à gérer. Des petits combats, malheureusement, achevés qu'à moitié, j'en conviens, mais pour la ferme des Bouillons. Vous connaissez, c'est pas très loin d'ici, c'est Mont-Saint-Aignan, la banlieue rouennaise. C'est vrai que quand j'ai vu que... J'étais content parce qu'il y avait dans les zadistes, comme on dit, il y avait quelques-uns de mes anciens élèves. Comme quoi, tous les agros sont pas... Mais bon, ils avaient œuvré, et ils avaient réussi, je vous le dis tout de suite, ils ont réussi à ce que des terres constructibles, donc qui étaient déjà achetées par Auchan à un prix de terres constructibles, que la mairie, la municipalité, vote sur les plus constructibles. Franchement, faire plus pour que Auchan découvre que des terres achetées très chères, maintenant, vaudront beaucoup moins, bravo les zadistes. Et la raison pour lesquelles, c'est terrible hein, de découvrir ça, ça peut vous paraître déçu. Ils avaient tout le monde avec eux. Et dans les gens qu'ils avaient avec eux, ils avaient compris la bourgeoisie rouennaise, qui trouvait que cette belle ferme, ce beau décor, savoir que ça allait être un parking à voiture pour un supermarché, c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'ils ont joué sur un très large éventail de préoccupations de la société civile. Et je connais encore des gens aujourd'hui, parce que cette victoire, vous savez, c'est aussi une moitié des faits. C'est-à-dire, oui, en principe, ce sera fait du bio, mais Auchan est en train de revendre ça à un producteur bio dont on devine qu'il est dans le cousin. Alors, combien de temps ça va durer? Évidemment, là, on est en train de comprendre qu'on est de nouveau, il y a une nouvelle entourloupette. Mais il n'en reste pas moins, si vous voulez, que le premier combat, il a été quand même gagné, parce qu'on a joué très très large. Donc l'installation des jeunes, l'environnement, la santé dans l'alimentation, la santé dans la respiration, les pesticides, l'emploi, le chômage, tout est un seul et même combat. Et je pense qu'à ce moment-là, la désobéissance civile qui s'impose dans certaines circonstances, hein, je pense qu'elle s'impose, mais évidemment, il ne faut pas qu'elle se généralise à tout et n'importe quoi. Le feu rouge, c'est une loi bourgeoise, hop, je passe. Non, ouais, j'ai compris qu'il fallait que je respecte certaines lois, quand même, voilà. Mais, y compris pour ici, je comprends que parfois, il faut savoir utiliser des arguments, quoi, hein. Et je pense que vous ne menez pas trop mal dans ce combat tel que je le perçois. Si je suis ici, c'est parce que c'est comme ça que ça m'a été perçu. Hein. C'est la première invitation, je n'avais pas pu venir. La deuxième, pendant assez tôt, j'ai pu venir. Mais je pense quand même que moi, ce que vous faites, eh bien, excusez-moi, moi, je vais repartir ce soir, finalement, un peu plus motivé encore. Votre nom, bien sûr. Et puis c'est vrai que je crois que nous sommes motivés mutuellement, et ça c'est une très belle et très bonne chose.
Je pense qu'on a eu beaucoup d'informations, on a eu des horizons voilà, qui se sont découverts devant nous. Je pense que Novi-Seine continuera ce travail, qui est un travail essentiel, d'inviter des acteurs importants, des gens qui peuvent nous parler techniquement, philosophiquement aussi. Hein, de Un tous peu ces... politiquement quand même. Un peu politiquement. Mais politiquement, nous, la politique, ça nous intéresse aussi au premier rang. Hein, vous savez qu'on aura les régionales à la fin de l'année. Et je pense qu'on va interpeller, nous, Novi-Seine, en votre nom aussi, tous les candidats. Et on vous dira aussi comment ils se situent par rapport à toutes ces problématiques, et notamment par rapport au millage. Alors on vient de parler de la ferme des Bouillons hein, et de désobéissance civile. Alors on a le grand plaisir pour terminer cette conférence d'écouter quelques chants. Je vous dites si je me trompe, mais c'est de la chorale alternative de la ferme de Rouen qui soutenait à fond la ferme des Bouillons. Et on va vous offrir, nous allons avoir le grand plaisir de les écouter. Ils vont nous offrir quelques chants militants. Donc pour terminer cette conférence, alors je vous invite à rester un petit moment, si vous avez encore un petit moment.